France Maghreb 2. Bien le bonjour à vous, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. C'est le grand forum avec une émission exceptionnelle. Aujourd'hui, on parlera politique, on parlera cinéma dans un instant et on parlera aussi musique. Voici le sommaire, mes amis, pour aujourd'hui. Au programme de ce grand forum pour ce jeudi municipal, nous prendrons la direction de Bonneuil où nous recevrons tout à l'heure le maire de Bonneuil, monsieur Patrick Douai, qui sera avec nous à 17h30. Côté musique, pour les nostalgiques du temps des grands artistes du monde arabe, Abdelhalim Hafez, Mohamed Abdelwahab, Oul Keltoum ou encore Warda El Jazeria, nous recevrons tout à l'heure le chef d'orchestre de cet événement prestigieux, Mohamed Lasoued, dans les rendez-vous d'Anna à ne pas louper. Et nous allons commencer dans un instant avec du cinéma, messieurs, dames, avec les membres de l'équipe du film Belle Parole, qui viendront nous parler de leur projet dans un instant, entre rap, handicap et détermination. Sans oublier, évidemment, tout à l'heure en fin d'émission, le quiz avec Céline Bory et Abdeslamitache aujourd'hui. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous aujourd'hui pour m'accompagner Abdeslamitache et Céline Bory. Alors Céline, on va parler d'un film qui va être projeté, je crois, très bientôt à Stein pour la première fois et pour le grand public. Le film s'appelle Belle Parole. On parle de rap, de handicap et de force, beaucoup de force dans ce film, beaucoup d'humanité. Céline, toi tu l'as vu ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, je l'ai vu et je vais d'abord vous raconter pourquoi j'ai proposé à l'équipe de venir aujourd'hui. Moi, j'ai vu le teaser de Belle Parole sur les réseaux sociaux. Ouais. J'ai trouvé ça très très bien fait. Donc du coup, j'ai contacté les personnes qui étaient dans le réseau, dont Souleymane, donc qui est le scénariste du film, qui est avec nous. Et j'ai rencontré pour voir un peu plus le projet et voir si on pouvait en voir un peu plus. J'ai eu la chance de voir le film et de rencontrer l'équipe et voilà, je pense que c'est une très très belle histoire et qui compte tenu c'est un court-métrage qui dure une 30aine de minutes, compte tenu des moyens qui est vraiment très très bien fait, il y a un très beau message et en plus c'est une très très belle réalisation, donc je trouvais ça très intéressant d'en parler. Ça parle de rap, il y a une superbe BO, il y a Zesso qui est avec nous et ça parle de handicap, mais on n'est pas dans... Tu vois, c'est vraiment quelque chose, on n'est pas dans le pathos, c'est vraiment quelque chose de très vivant. Il y a Massif qui devrait arriver, c'est vraiment un personnage et franchement je trouve que c'est intéressant d'aller le voir. Donc la première, je crois que c'est le 9 mars à Stein, c'est ça, première projection. Et il y aura d'autres projections prévues. Après, je vais laisser l'équipe parler de ce film. Alors, tu nous la présentes éventuellement, l'équipe quand même. Là, il y a Mohamed Ouada qui est le réalisateur. Bonjour Mohamed. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci beaucoup de me recevoir. Avec grand plaisir. Il y a Souleymane qui est avec nous, qui est le scénariste et qui est aussi auteur. Bonjour Souleymane. Bonjour à toi. Ça va ? Ça va. Ouais. Et il y a Zesso, donc qui est rappeur, qui vient de Vitry et qui en fait il fait partie de l'histoire du film. Ouais. Alors bonjour, bienvenue. Alors l'histoire justement, l'histoire pour ceux qui n'ont pas vu, pour donner un petit peu envie de synopsis de ce film, de ce court métrage. Quel est le message que vous avez souhaité faire passer dans ce court métrage ? Parce que donc on rappelle, il y a une personne handicapée. C'est quoi d'ailleurs comme handicap ? Il a une IMC, ouais. C'est une incapacité motrice cérébrale. Ouais. Et en fait, le message que j'ai voulu faire passer à travers Belle Parole, c'est que moi-même, j'ai été touché par le handicap, ouais. Par rapport à mon grand frère. Il est décédé. Et pour lui rendre hommage, j'ai préféré réaliser une histoire qui est vraie, qui raconte son histoire. Et pour rendre hommage à mon grand frère, j'ai pris tous les moyens que j'avais, c'est-à-dire humainement et financièrement, pour pouvoir mettre en œuvre cette histoire, qui est avant tout, quand j'ai appris son histoire, c'est dès que j'ai appris que c'était Zesso qui était là, qui avait fait des maquettes à la base pour Massil, qui lui avait proposé en fait de faire une compile par rapport à ses textes. Un album, et du coup là je me suis dit mais en fait l'histoire elle est là. J'ai contacté Souleymane, je lui ai dit il y a un truc à faire, il y a Massil, il veut qu'on écrive quelque chose. Ben son histoire, le truc c'est que on va le rencontrer, du coup nous on discutait avec lui sur les réseaux, et ben sur les réseaux il n'y a pas de handicap, on est derrière un écran, il communiquait par écrit, et c'était qu'on est arrivé chez lui à Maud en Seine-et-Marne. C'est là qu'on a découvert le petit bonhomme. Ouais.
Alors, le message, donc, pourquoi Belle Parole d'ailleurs? Belle Parole, le titre? Belle Parole, pourquoi? Parce qu'il écrit des beaux textes et ce qui lui manque en fait c'est la parole. Il a fait des efforts. Je lui ai demandé de faire des efforts en fait pour pouvoir tourner, jouer et interpréter son propre rôle. C'est une histoire vraie, c'est pas une fiction, mais on va dire c'est une fiction parce qu'on l'a filmé, on a créé une atmosphère et que j'ai pas voulu montrer des choses indignes ou ingrates par rapport à l'handicap, c'est-à-dire le fait qu'on... Et je veux dire aussi, c'est Belle Parole parce que c'est Belle Parole parce qu'en fait aussi c'est par rapport à toutes les fausses promesses que les gens lui ont toujours faites. Tous les gens à qui il a demandé de l'aide, qui lui ont dit oui et qu'au final ils l'ont tous laissé sur le côté quoi. C'est un message, un vrai message que vous êtes en train de faire passer. Est-ce qu'il y a des négociations avec des chaînes de télé éventuellement pour la diffusion de ce court-métrage? Actuellement, on attend encore des réponses. On l'a proposé, pour moi, le plus apte à présenter un court-métrage de cette envergure. Pour moi, c'est Arte. Oui, c'est ce à quoi je pensais aussi, oui, Arte. Pour moi, je trouve que c'est les seuls qui me ressemblent par rapport à ce que j'ai pu réaliser, ce que j'ai produit. Et je trouve que maintenant, on attend, on leur a proposé le court-métrage, on leur a envoyé, on attend leur réponse. Alors on va écouter juste la bande-annonce pour que les auditeurs puissent s'imprégner un petit peu du message et de l'histoire de ce film qui s'appelle Belle Parole, qui sera projeté donc pour la première fois à Stein au grand public. C'est rappelez-nous la date? Le 9 mars, voilà, à 20h. Ouais. Il faut réserver sur l'espace Paul Éluard. Merci à vous. On écoute la bande-annonce. C'est un bon rappeur. C'est humiliant. Ouais, les intouchables. J'ai besoin d'un rappeur qui rappe mes paroles. Tu peux m'aider ou pas? J'espère que t'écris mieux que tu parles, parce que là c'est hoche, cousin. Hein? J'aimerais bien que tu sois un peu plus présent. Mais si, je suis présent. Non, t'es pas présent du tout. T'es absent. Absentéisme, tu connais? Eh ben c'est toi, voilà. Oui, exactement. Moi, je suis sur un chantier, je suis pas à l'école. Quand c'est mon tour, avant que j'arrive, faut que tu sois déjà prêt. Combien de fois je vais vous le répéter que ce couloir n'est pas un circuit de Formule 1? C'est toujours les mêmes de toute façon, ça fait plein de fois qu'on vous le répète et c'est toujours pareil. Ça va, c'est une forme de thérapie, vous savez. Allez, Massier. C'est un bâton, vas-y là. Tu vois, Massier. Faut que c'est comme toi, tout le temps de finir en marche. T'es sérieux? Mec, si tu poses comme tu parles, les gens vont jamais comprendre ce que je vais rapper. Non mais reviens. Écoute-moi, je vais bientôt signer là. J'ai pas le time pour ce genre de choses là. Le temps ne sert à rien. C'est à vous de me emmener. Et que des belles paroles, que des belles paroles, que des belles paroles, que des belles paroles. La bande originale du film Belle Parole, un film poignant. On n'en ressort pas finalement. On en ressort à un petit peu en prenant ça dans la face, quoi. Non? En fait, moi, l'impression que j'ai eue, c'est... Rien qu'en écoutant la bande-annonce, j'ai l'impression quand même qu'on n'en ressort pas indemne. Hein. Déjà, la bande-annonce et le son en entier, je sais pas si on aura l'occasion de le passer, mais c'est très très lourd. Et donc, les textes ont été écrits par Massile. Là, en l'occurrence, cette chanson est interprétée par Zesso, mais les textes sont vraiment très 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 forts. On est vraiment dans du rap à texte. Ouais. Y a une super interprétation. Donc moi, la BO, je pense que ça va être très très lourd. Et au-delà de ça, quand tu ressors, tu te dis, waouh, quelle force. Ouais. Quelle force, quelle détermination, parce que comme tu l'entends, comme il le vanne dans l'extrait que tu as passé, Massile il arrive avec ses textes, mais comme il a des problèmes d'élocution, les gens ne le prennent pas forcément au sérieux, ils ne prennent pas Bien sûr, ouais. On le voit d'ailleurs dans la vie de tous les jours. Déjà d'être handicapé, c'est déjà pas facile. Qui plus est dans une société aujourd'hui qui se veut de plus en plus individualiste et ça devient très compliqué. Et le message que vous avez réussi à faire passer, est-ce que ça n'a pas été trop dur d'ailleurs de faire jouer et cohabiter tous ces personnages? Je sais pas qui veut répondre à cette question. Déjà c'est dur, oui, dans plusieurs sens. Pas facile tous les jours.
parce que chaque individu a son caractère, a son tempérament. D'autre part, j'ai demandé à Massil de faire un effort au niveau de l'élocution, alors que c'était très difficile pour qu'il puisse pouvoir interpréter son propre rôle. Et ce que je voulais montrer avant tout, c'est que, étant donné que moi j'ai connu l'handicap à travers mon grand frère, Rahmou, je voulais pas laisser son histoire comme ça indifférente, parce que l'handicap, personne n'est à l'abri, hein. On peut tous devenir handicapés du jour au lendemain. Et à partir de là, je voulais vraiment que les gens comprennent à travers ce message de ce court-métrage que, arrivé à un moment, dès qu'on est dans le besoin et dans une extrême urgence, il faut se rendre compte que on a besoin de monde. Et si on ne devient pas humain, on agit comme des bêtes. Et quand on agit comme des bêtes, c'est comme si on n'avait pas de conscience de ce qu'on peut devenir, surtout. Ouais, c'est important en tout cas, c'est un bon rappel aussi. Il y a un truc que je voudrais préciser aussi, c'est que ils ont tous un autre job dans la vie. C'est quelque chose qu'ils ont fait, qu'ils ont fait de manière bénévole, et c'est un très très beau résultat par rapport aux moyens qu'ils avaient. Franchement, c'est assez impressionnant de voir ce qu'ils ont réussi à réaliser. Chacun avec leur talent respectif en fait. Et là on a presque l'équipe au complet là. Presque l'équipe au complet. Il y a Massil qui vient de nous rejoindre. Bonjour Massil. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, super. Merci beaucoup d'être venu en tout cas. Ça fait un peu compliqué mais t'as réussi, très bien. Tu nous viens de loin en plus Massil. Tu nous viens d'où? De Meaux, dans le 77. Cinéma. Ouais. Comment ça s'est passé Massil, ce tournage? Ça n'a pas été trop difficile? Alors, il y a eu mais ça va. On venait arriver au bout. Et voilà, on a eu des virages, mais on venait aller au bout du projet. Et voilà. Ils ont été au bout du projet, vous avez mis 2 ans à peu près, c'est ça Mohamed, à arriver au bout du projet. C'est un projet qui leur a pris du temps et qu'ils ont travaillé collectivement en fait. Hein. C'est ça, c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Et voilà, aujourd'hui, on est là pour défendre le projet. Et voilà. Donc ils ont réussi le projet, ils sont arrivés jusqu'au bout, ils ont réussi à prouver. Aujourd'hui on est là pour défendre le projet jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et alors, Souleymane. Vous avez tout notre soutien. Ouais. On est sous le charme. Ouais. Souleymane, il y a une question que je me pose aussi. Alors, dans le film, dans la bande-annonce, en tout cas, on entend, vous prenez vraiment en dérision. Je peux dire, à un moment, il y a le jeune qui dit ouais, si tu parles comme ça, tu n'y arriveras jamais, etc. Ouais. Il y a aussi. Ça n'a pas été trop dur aussi pour Massil d'accepter ça? C'était le jeu. Non, parce qu'en fait, à la base, Massil il voulait quelque chose qui soit réaliste. Ouais. C'est-à-dire que quand on traite l'handicap, on ne veut pas faire mentir aux gens et malheureusement, il y a des choses qui sont comme ça dans la vie. C'est-à-dire qu'on passe. Quelqu'un qui passe au niveau de l'handicap, il sait très bien qu'il se heurte des fois à des choses qui sont comme ça. Donc Massil sait très bien que malheureusement ce type de situation, il peut les vivre, les avoir vécues, ou même se rendre compte que malheureusement c'est pas tout le monde qui est bienveillant dans la vie. Ouais, et on le voit de plus en plus d'ailleurs au travers des réseaux sociaux. Ouais. Et ceux qui écoutent la radio, vous entendez Massil qui parle. Franchement, il faut juste avoir un peu de recul. Et de vous dire que malheureusement, le handicap, quel qu'il soit, peut arriver à tout le monde. Exactement. Voilà. Personne n'est à l'abri. Exactement. Et il faut, et je suis bien placé pour en parler, pour dire que dans la vie, les gens ont peur de la différence. Les gens ont peur de quelqu'un qui n'est pas comme vous, parce qu'il ne le connaît pas. Et il ne cherche pas à apprendre, il ne cherche pas à aller vers lui pour essayer de comprendre. C'est la base aussi du racisme, de la xénophobie, de l'antisémitisme. Tout ce qu'on ne connaît pas, on le rejette. Et si ce court-métrage peut peut-être permettre de passer un message, d'apprendre à connaître et d'accepter les différences,
Franchement, vous aurez rempli votre pari, les gars. Et moi, j'ai été vachement touchée aussi parce qu'en fait, je me suis aperçue que Mathilde, je l'avais dans mes contacts sur Facebook. Ah ouais. Et en fait, quand on échange avec toi par Messenger ou quoi que ce soit, tu te rends vraiment pas compte du handicap, comme tu le disais tout à l'heure, Mohamed. Et en fait, c'est impressionnant tout ce qu'il a à dire, la manière dont tu écris et tout. Moi, j'ai vraiment été touchée et impressionnée par le film. Et c'est une belle démonstration de force, en tout cas. J'ai voulu faire ce projet pour prouver que le handicap n'est pas une fatalité et on peut en faire une force. Et j'ai voulu démontrer qu'au final, rien n'est impossible. Voilà, donc en fait, il a voulu prouver que le handicap en soi n'est pas une fatalité en soi et qu'au final, rien n'est impossible parce que lui, il en a fait une force. Absolument. Et en tout cas, c'est très très bien réussi. C'est très bien réussi et bravo, Mathilde. Abdeslam ? Oui, bon, d'abord, je suis très ému de ta présence, Mathilde. Et le titre de Belles Paroles, en fait, lorsque j'ai entendu l'audio, je comprenais mieux de belles paroles et le message que vous essayez de passer. Et on l'entend à un moment, la personne qui dit oui, mais Mathilde, si à un moment tu peux pas t'exprimer correctement, on va pas l'entendre. Et c'est il n'y a pas besoin de paroles enrobées dans du chocolat pour dire les choses. Ouais. Il y a des moments où il faut les dire, il faut un discours de vérité, se dire les choses et avancer de la meilleure des manières. Ensuite, sur la société inclusive qu'on nous vend, sont de belles théories et j'ai envie de dire sont de belles paroles. Et il y a ceux qui disent et il y a ceux qui font et je pense que vous faites partie de ceux qui font et je vous en félicite. C'est à vous. Alors c'est vrai qu'en ce moment on est en pleine campagne municipale et il serait peut-être bien aussi que les candidats qui se présentent à cette élection puissent prendre des engagements en matière d'accessibilité. Mathilde, c'est compliqué quand on est en fauteuil de pouvoir circuler par exemple. Tout à fait, c'est hyper difficile. On peut pas prendre le métro par exemple. C'est ça. Ouais. Le RER. Ouais, le RER. Les bus sont pas tout le temps accessibles. Au niveau des transports, c'est hyper difficile. Ouais. Et il n'y a pas ça pour une personne en fauteuil. C'est impossible de se déplacer vers le RER ou en plus. Et pour moi, la référence a un énorme travail à faire au niveau de ça. Et en plus qu'il faut préciser, donc ouais, effectivement la difficulté des transports c'est un truc qui est super important. On n'est pas content, vous savez, vraiment... vous marchez tranquille et tout ça, vous descendez des escaliers normales, mais mettez-vous à la place des gens qui peuvent pas. Et Mathilde habite assez loin puisque tu habites à Meaux. Et c'est vrai que Mohamed des Esso, ils sont de Vitry et tout ça, ça a été aussi un travail d'équipe d'aller vous rencontrer, d'aller le chercher. Ça s'est fait où d'ailleurs le tournage ? 80% a été tourné à Meaux. Ouais, ça a été dans un endroit où c'était accessible, où c'était facile pour Mathilde. À la résidence Jean-Pierre Foucault. Ouais. C'est ça. Chez Mathilde, dans son quartier, au quartier de Beauval, où vous avez tourné à l'époque Ma cité va craquer. Ah ouais. Ouais. Alors justement, on va écouter Mathilde parce que Mathilde il a beaucoup de talent au travers de sa plume, hein, bien sûr. Alors on rappelle qu'il est l'interprète de ces belles paroles. C'est Zesso. Les Zesso, hein. Zesso, ça va. Et franchement, ça n'a pas été dur de rapper sur des belles paroles de Mathilde, Zesso ? Non, c'est pas dur. Comme on dit, quand on veut, on peut. Donc non, c'est pas dur tant qu'on se donne les moyens. Non, c'est pas dur. Après, c'est clair que lui, vu ses problèmes avec l'élocution, tout ça, donc il n'a pas forcément la rythmique et tout. Pareil, ouais. Quelqu'un qui parle. T'as dû retravailler un petit peu ? Non, moi, franchement, non. Moi, je me suis adapté. Après, par exemple, en fait, le projet avec Mathilde, c'est de faire son album. Ouais. En fait, tout ça, c'est parti de son talent d'écriture, en fait. En fait, tu es son porte-parole.
Exactement. Donc l'album, justement, il s'appelle Dealer de ma part. Ouais. Et donc c'est tous les artistes qui vont poser dans cet album qui parlent au nom de. Pour moi. Il y a quelques noms. Ceux que j'ai en tête là, il y a Cynic, Faflarage. Et à moi, donc Cynic, Faflarage, Baraka Adama de Section d'Assaut. Il n'y a pas de dealer qui pose dedans. Non, il y a des grands noms, qui ont accepté le projet et en fait c'est parce que. C'est le but du projet en fait, c'est de faire poser des. Mais c'est Massile qui est venu frapper à ta porte en fait. Voilà, c'est Massile en fait qui est venu me voir, qui m'a contacté. Et franchement, comment t'as réagi la première fois quand il a frappé à ta porte? Comme on vous expliquait au début, on se rend pas compte de son handicap parce qu'il parle par écrit. Ouais. Donc bon, il me dit je suis un jeune handicapé, j'écris des textes, j'aimerais bien que tu poses mon texte. Et en fait, il avait un petit Skyblog. Et moi sur le moment, comme moi la musique c'est mon travail, je lui dis moi t'as vu, je veux bien faire un truc pour toi, mais si c'est pour faire un truc que tu balances ça n'importe comment, c'est même pas mixé à rien du tout. Je dis moi ça m'intéresse pas, je préfère qu'on fasse un truc, qu'on se lance dans un projet sérieux et faire quelque chose de sérieux que de te donner un morceau que tu vas le jeter comme ça va te servir à rien, même moi ça va me servir à rien. Donc à partir de là en fait on s'est lancé dans l'idée de faire un album, justement de lui faire un vrai album. Et tous les artistes ont accepté le jeu, quand tu leur as expliqué le concept? Généralement 95%, 98% on va dire. Non, il dit non. Il dit non. Il y a des rappeurs qui n'ont pas joué le jeu. Il va lâcher des blazes. Ouais. Il veut Poucave. Facile, tu veux Poucave. Généralement, un peu par des artistes, ils ont joué le jeu. Ouais. C'est vrai. Mais toujours un mail, c'est sûr. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'il y en a qui ont joué le jeu, Massile, et ça, bravo. On va écouter ce que ça donne d'ailleurs. Donc le titre, c'est quoi là on va écouter? C'est le titre justement qui s'appelle Belle Parole. Belle Parole. Allez, c'est parti les amis. Écoutez-moi ça. Vous allez peut-être en voiture, vous revenez du travail. Mettez le son à fond, faites-vous plaisir. Il fait moche à Paris, un peu de soleil dans votre radio. Sur France Maghreb 2, les paroles sont signées Massile, ici présent sur France Maghreb 2. Et on est fiers et heureux de l'avoir avec nous dans le studio aujourd'hui. J'écris le scénario de ma destinée, mais ma vie n'est pas un film, souvent sur le banc des accusés. Si le rap était un crime, moi qui partais gratter sur un coup de tête, fantasmant sur le parcours à Zinedine. J'ai dit fuck à la big rap, car plus petit, je dis des rimes. J'écrivais des belles paroles qui n'entraient pas dans vos critères de beauté. Je voulais pas faire de fausses routes, j'avale vos mensonges sans m'étouffer. Mon art ne dort pas mais ne passera sans doute jamais dans on n'est pas couché. Souci d'élocution, donc la détresse rappera mes couplets. Le pourra à régler ma vue pour que je regarde mieux les travers de ce pays. Alors le mien partait en guerre avec la détermination comme treillis. Cynique, mot-clé, sniper, le hip-hop m'envoyait un texto. J'ai jamais perdu le message, t'ai dit. À 13 pieds je pousse le mouvement sans passer par la mairie. Donc vas-y porte plainte. Pour coups et blessures à force je frappe le clavier. Quand le rap était malade, j'étais frustré de pas pouvoir le soigner. Dans la salle d'attente du succès, j'ai vu ma carrière pointer des années. L'handicap m'empêche de courir après mes rêves, donc je me sens dépassé. Et j'aurais pu finir clipper car pour la zig je cherchais des gros plans. Est-ce à cause de ma petite taille que dans ce milieu je voyais les choses en grand? Mais mes flics te diront, je suis ce jeune ambitieux qu'on n'arrête pas. Ma plume défonce les MC, elle est la substance qui se trouve dans leur raid. Rarement le cœur léger, mais mes belles paroles étaient grave lourdes. Avec Zess on boit toute la nuit, en priant pour que le CD voit le jour. On m'a condamné à freestyler en bas des tours. Je voulais faire entendre mon talent, mais ici je vois que des sous. Et que des belles paroles, 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 je les ai rendues fous.
Donc c'est en HP que je trouve mes collaborateurs. Ne voyant pas le mien arriver, j'envoyais des DM tous les quarts d'heure. Maman m'a dit de faire le ménage dans ma vie car le rap l'a rendu très sale. Mais je marque la constellation, me persuade en classique et ma bonne étoile. On m'a dit Massile, rien de faire de le presser, ou leur mauvaise volonté s'activera. Je ressors de cet album, yeux bridés. Pendant 5 ans je taffe comme un chinois. Plus d'école, vocation orpheline. Le pop devient sa mif. J'ai commencé le rap sans hésiter, après avoir écouté le son à Salif. Pour ça j'ai tenté de compléter le puzzle de ce disque, malgré la perte de certains morceaux. Insomniaque, on me fait des promesses en guise de somnifère dans le but que je m'endorme gros. On m'a dit que le talent paye, mais je vois toujours pas d'oseille. J'essaie de faire marcher le projet, mais je lui ai mis une rafale dans l'orteil. J'aime le rap à en crever, donc si l'album m'avance pas moi j'en crève. On m'a fait tomber, je me suis relevé, la conviction de devenir la relève. Je rêve de changer de train de vie car le mien est toujours en grève. Merci à Mohamed et Jasmin, vous êtes les réalisateurs de mes rêves. Mon cœur léger, mes belles paroles étaient grave lourdes. Avec Zess on boit toute la nuit, en priant pour que le CD voit le jour. On m'a condamné à freestyler en bas des tours. Je voulais faire entendre mon talent, mais ici je vois que des sourds. Et que des belles paroles, 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 que des belles paroles. Massile, t'es fier du résultat? De ouf. De ouf. Il peut, hein. Il peut, parce que c'est très très lourd. Il y a le clip de ce morceau qui doit arriver, je pense, normalement aux alentours du 8 mars. Si tout se passe bien. C'est ça. T'as participé à la séance d'enregistrement de ce morceau, Massile? Non. Attends, moi j'ai vu le Facebook de Massile, tu vois que son projet il date pas d'hier et que déjà il y a quelques années il cherchait déjà, il est vraiment fan de rap et que ça fait des années qu'il cherche des gens et qu'il écrit et c'est impressionnant en fait, il a jamais lâché. Pour moi, le rap, c'est vraiment nature et je veux vraiment en faire mon travail si je veux et on m'aide. On va y arriver. On va y arriver. Évidemment qu'on va y arriver. Bravo Massile. Abdeslam, t'avais une question, je crois. Oui, j'avais une question à Zesso. Pour Zesso, c'est le Verlan de Sauzet. C'est en hommage à Kaiser Sauzet, le plus grand mytho. Ah, on voit qu'il y en a qui ont suivi leur classe. Le plus grand mytho du cinéma américain qui invente une histoire juste en regardant un tableau en liège avec des photos. Kevin Spacey. Complètement. Donc c'est bien ça. D'accord. Bon, pas trop dur de passer pour un mytho pour le coup. Si c'est pour la bonne cause, pas de soucis. Voilà, c'est bien. Mohamed, viens par ici. Franchement, t'es fier du résultat? Bah, pour moi, l'accomplissement, en fait, fier, pour moi, qu'on puisse en vivre et qu'on puisse le réaliser après. En long métrage, là, je pourrais en tirer une super fierté dans le sens que j'aurais pu mettre en place quelque chose avec une équipe, qu'on était sincère, qu'on s'est donné à fond dedans, pas en y croyant, mais juste humainement. Avant tout, c'était vraiment une aventure humaine qui nous a rassemblés, qui nous a fait une forme de fraternité, de confrérie entre nous, une petite famille, de pouvoir voir son histoire exister. Et c'est surtout, comme je disais au départ, c'est vraiment pour rendre hommage à mon grand frère qui est décédé, qui était handicapé. Donc, personnellement, je sais c'est quoi l'handicap. C'est pour ça que je voulais que vraiment montrer son histoire, que les gens qui puissent entendre, et que je voudrais, moi personnellement, que Belle Parole devienne une hymne pour tous les handicapés sur la terre internationale. Pour le coup, sur la partie court-métrage, on voit bien aujourd'hui la Djili qui a cartonné aujourd'hui et qui s'exporte mondialement, qui a commencé à court-métrage et qui avait commencé justement par le court-métrage. Est-ce que vous avez cette ambition un jour de faire un long-métrage sur un problème sociétal, un problème issu sur les quartiers si je dois faire on va dire avant toute chose, si je dois faire un long métrage, la première chose moi qui m'intéresse, c'est la colonisation. Ouais. Pourquoi?
pour montrer. Ça nous intéresse tous, ça. On a ça dans les veines. Là, il n'y a pas de problème. Tu frappes à la bonne porte. En fait, pourquoi ? Pour montrer, moi, personnellement, c'est mon histoire personnelle que j'ai envie de raconter à travers celle de mes parents. Que mon père a vu son père se faire assassiner en sortant de la mosquée à l'âge de 8 ans. Après, ma mère, son père, carrément, il avait fait la guerre d'Indochine, il arrive en Algérie, il se fait buter. Voilà, c'est montrer tout ce côté-là de cette cruauté que les gens n'ont pas censé connaître ou qu'ils ont caché, dissimulé quand François Mitterrand était ministre de l'Intérieur après garde des Sceaux, il ne s'est pas empêché en 56 de faire décapiter des Algériens. Comme Ahmed Zabana, le premier martyr politique. Donc après, si on doit s'engager sur des terrains, avant tout pour moi, parler d'abord de la colonisation, parce que pour moi c'est le plus grand mal de l'humanité. Parce que dès qu'on détruit une culture, des civilisations, ça veut dire qu'on ne veut pas son bien, on ne veut pas sa réussite, et on veut juste la soumettre à sa propre volonté pour défendre simplement ses intérêts. Pour moi, c'est voilà. Eh ben écoute, on te suivra en tout cas dans ce projet, on sera avec toi et tu seras amené à revenir ici pour nous en parler dans un instant. On va conclure dans un instant, malheureusement ça passe très vite. Peut-être juste donner les réseaux parce qu'on peut suivre Belle Parole sur Mindjacking Production, c'est ça ? Oui, Mindjacking Production sur FB, sur Facebook. Sur Facebook. Ouais. Le Facebook. Oui. Vas-y, épelle quand même, ça peut servir. Mindjacking, alors MINDJACKING. Ouais. Tiré du 6 production. Ouais. .com tout simplement. Ça c'est un site internet ça ? Non, c'est sur le Facebook. D'accord. Après il y a Mindjacking Production sur Instagram. Ouais. Après on n'a pas fait de Twitter ou tout ça parce que voilà, on sait que les réseaux d'aujourd'hui, si on est sur un, il peut être relayé sur l'autre. Pour nous, les deux plateformes, on va dire, ça va être Facebook, YouTube et Instagram. Et les autres dates, parce qu'il y a Mo aussi, il y a une date. Il y a le 9, l'avant-première, c'est le 9 mars, Astin, à 20h. Ouais. Le 11 mars, ça se passe au Paris Centre Nîmes dans le 19e, à 18h. Ouais. Et le 26 mars, ça sera au Majesty de Meaux. Très bien. Eh ben écoutez, je vous souhaite à tous vraiment bon courage. Ouais, vas-y. Passer une petite dédicace. Vas-y, passe ta dédicace. Je remercie en fait la marque Keeping Fight et la marque Errance, www.errance.com, très bon prêt-à-porter, et ils nous ont donné de la force aussi pour ce projet. Donc je les remercie, je les big up. Sinon je donne rendez-vous au public le 9 mars à Astin. On y sera. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je voulais juste dédicacer Mahmoud. Merci, c'est grâce à toi que le projet a vu le jour. Parce que on s'est retrouvé confronté avec énormément des troncs d'arbres dans les roues. Et vous y êtes arrivé, c'est ça l'essentiel. On n'a pas lâché la liane. Merci Massile, merci à tous. Merci à tous, merci et bon courage pour la suite. On vous suivra de près les amis. Belle parole, à ne pas louper. Oui, déjà. Salut, à bientôt les amis. Ciao, ciao. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. On se remet tout doucement de cette belle partie, en tout cas, Abdeslam. C'était dur un petit peu. C'était très émouvant. Ouais. Très émouvant. Ouais. Voilà, Basile en tout cas qui était, je peux vous assurer, amis auditrices, auditeurs, il était vraiment ravi et très très content de son émission. Et j'espère que vous avez su apprécier. J'espère que vous allez encourager le travail de toutes ces personnes pour ce court métrage qui va être projeté, on le rappelle, pour la première fois à Astin le 8 mars prochain, et on vous mettra toutes les dates utiles sur le Facebook du Grand Forum, bien entendu. Pour l'instant, et pour l'heure, on va changer de registre avec la belle Anna Guézard-Boicaz pour ses rendez-vous d'Anna. On vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna. Eh oui, Anna, elle est là, pas que le lundi. Bonjour Anna. Bonjour Christophe, bonjour mesdames et messieurs. C'est vrai que c'est dur de se remettre après les émotions qu'on vient de vivre sur le plateau du LGF. Avec l'équipe de ce film, c'était très très émouvant, c'était très fort, c'est une leçon de vie, c'est un message d'espoir. On regarde cette personne et on apprend de son parcours, de sa niaque. Voilà. Ouais. Ton invité, ma chère Anna. Alors Christophe, cette fois-ci, j'aimerais vous parler d'un événement qui va vous faire voyager dans le temps. Pour les nostalgiques du temps de Mohamed Abdel Wahab, Abdel Halim Hafiz, Sabah, Kulthum ou même Warda Al-Jazairiya.
J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous allez pouvoir passer une superbe soirée en leur compagnie. Je précise, vous n'allez pas dans l'au-delà. Hein, bien entendu, évidemment. Vous pouvez simplement assister à un événement dans lequel, un événement dédié dans lequel leurs chansons seront à l'honneur le 29 février. Un immense concert sera donné au Bataclan. Samedi. Voilà, les chansons interprétées par le chanteur égyptien Mohamed Mohsen sous la direction du maestro Mohamed Leswed, qui est mon invité aujourd'hui. Il est violoniste, il est aussi le chef d'orchestre de l'Orchestre national tunisien. Il est un chef d'orchestre de renommée internationale puisqu'il dirige des concerts des plus grands noms de la musique arabe comme Meyad Al-Hennaoui, Georges Wassouf ou encore Sabir El-Rebaï. Ah ouais. Voilà, bonjour. Ça, c'est que des grands noms. Bonjour, salam alaikum. C'est la plus grande introduction que j'ai pu faire depuis que j'invite. Merci. Monsieur le chef d'orchestre, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. C'est un énorme plaisir d'être parmi vous, d'être ici à Paris, de présenter un concert dédié à Mohamed Abdelwaheb. Parce que quand on dit Mohamed Abdelwaheb, c'est l'un des pionniers de la musique arabe. Absolument. C'est l'un des compositeurs qui a fait beaucoup de titres au répertoire oriental et arabe. Et on profite de l'occasion de présenter quelques titres de ce grand. N'allez pas plus vite, parce que sinon vous allez répondre à toutes mes questions. On va commencer par le commencement. Déjà, j'aimerais savoir comment vous avez eu l'idée. Je sais que la productrice est tombée amoureuse de votre travail, de celui du chanteur Mohamed Mohsen. Elle a construit cet événement autour de vous, en fait. Exactement, oui. Je peux parler. Oui, allez-y. Voilà. Donc, الفكرة بدأت à travers Mohamed Mohsen aussi, اللي هو معروف, اللي هو il chante bien le style de Mohamed Abdelwaheb, comme il est égyptien aussi, oui. Qui est venu spécialement du Caire pour faire cet événement. Exactement. Et quand on dit Mohamed Mohsen aussi, معروف كونه يغني يا مسافر وحدك, يغني أغار من قلبي, يغني. Ce sont des titres vraiment qui sont très connus, qui sont يحبوهم الناس. Absolument, très aimés, très appréciés, mais qui sont plus chantés dans Exactement. Et جمعتنا الفكرة هذه الكل والحب, le grand amour envers Mohamed Abdelwaheb, pour réaliser ce travail. Mais est-ce que c'est la première fois que vous organisez ce genre d'événement pour faire revivre ces grands artistes ici à Paris en tout cas? Ici à Paris, pour moi, c'est la première expérience. Et il y a des amateurs, il y a beaucoup d'amateurs de musique ancienne, interprétés par des grands noms que l'on a cités évidemment. On n'en oublie pas aussi Oul Kaltoum, Warda El Jazaria et beaucoup d'autres. Ah, t'as une bonne culture musicale, oui, quand Christophe. Même, un petit peu. Je voudrais savoir, d'après vous, pensez-vous que dans l'ère de la chanson robotisée et des maharajanettes, entre guillemets, est-ce que le grand public écoute encore du Kaltoum et Sabah, mis à part nous qui... Bien sûr. Chouf, c'est vrai qu'on connaît, si je peux dire, colonisé par plusieurs musiques qui dominent malheureusement, mais محمد عبد الوهاب, كلثوم, فيروز, نعتبرهم انا هذوما الثوابت, هذوما الثوابت هذوما اللي ما يموتوش. Quand on dit Mohamed Abdelwaheb, exactement, quand on dit Mohamed Abdelwaheb, c'est vraiment à chaque fois où on entend des chansons, on sent que c'est de notre actuel. Mais vous, en tant que musicien, qu'est-ce qui a changé depuis le temps de la musique de Mohamed Abdelwaheb et maintenant de nos jours? Peut-être la vie, quand الحياة كيف تبدلت, entre autres الموسيقى, توا مثلا le public, et peut-être qu'il peut pas accepter par exemple d'écouter une introduction musicale de 15-20 minutes. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça, non, mais c'est vrai que ça. Avant, il a raison, les chansons pouvaient durer jusqu'à 1 heure. Exactement. Maintenant, la moyenne d'une
d'une chanson, c'est les 3 minutes 30. C'est ça, oui, c'est le format. Ouais, c'est le format. Justement, avant, on avait on allait écouter des chansons avec des paroles profondes, un but, un message, et maintenant, on comprend plus ce qui se dit dans la chanson. On comprend plus les paroles, mais malgré ça, les chansons continuent à faire le buzz. Ouais, pourquoi, le buzz. d'après vous, le public, on dirait qu'on vend un nouveau public pour la médiocrité, excusez-moi pour le terme, mais c'est ça, parce que c'est on peut pas les définir autrement. Il n'y a pas de parole, il y a des gens qui disent n'importe quoi. Ouais. Et c'est surtout, on joue sur le côté rythmique. C'est-à-dire, la chanson, quand elle est rythmée, il y a du groove, il y a du rythme, peut-être ça peut camoufler la mélodie qui n'est pas trop forte, qui n'est pas trop puissante, qui n'est pas bien faite, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a l'idée peut-être aussi de faire connaître ces anciennes chansons qui appartiennent d'un riche répertoire de beaucoup de grands artistes qui vont être à l'honneur au Bataclan ce samedi, mais pour peut-être réadapter ces chansons à un style plus jeune, plus groove, pour la jeunesse justement, pour leur faire découvrir ce que leurs parents ou leurs grands-parents écoutaient à l'époque? Oui, bien sûr. Surtout, le point fort de Mohamed Abdoueb, c'est la diversité du répertoire. Ouais. Parce que quand on dit Mohamed Abdoueb, c'est pas que le répertoire chanté. Il a composé beaucoup de musique instrumentale. Les introductions, comme je viens de dire, les introductions qu'il a fait pour Kalthoum, l'introduction de Anta Amri, Yavi Laylati, Laylat Hub. Ce sont vraiment, c'est très important que ça se joue dans des orchestres. Et pour ça, on a programmé une petite partie instrumentale où on entend vraiment les grandes mélodies qu'a fait Abdoueb, telles que Nahr al-Khalid, As'aluka ar-Rahila, l'introduction qu'il a fait pour Najat Saghira. Aussi, vous nous faites rêver là. Voilà. Aussi, on a touché un peu de tout ce qu'il a fait, Abdoueb. Le grand chef d'orchestre, Mohamed Lesoued, vous dirigez un orchestre de 22 personnes. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre orchestre, où vous jouez, en fait, l'orchestre, c'est l'orchestre Fondo, qui sont des amateurs, mais qui aiment beaucoup la musique, qui aiment beaucoup faire surtout et jouer de la bonne musique, entre autres Mohamed Abdoueb, le répertoire oriental. Et alors, on a commencé les répétitions, ça fait un bon moment. Et combien de temps ça dure, c'est-à-dire la préparation d'un concert comme ceci, les répétitions durent depuis combien de temps? Ça fait 2 ou 3 mois qu'on a commencé à travailler, parce que Mohamed Abdoueb, vraiment, c'est une personnalité qui est... c'est pas un artiste qui a 20 ou 30 titres ou 40 titres. Mohamed Abdoueb, c'est quelqu'un qui a un répertoire de plus que 400, 500 titres. Est-ce que c'est facile pour des amateurs justement de pouvoir jouer C'est surtout pas pour jouer, mais pour choisir déjà le répertoire. Parce que la chose la plus difficile dans ce genre de concert, c'est qu'est-ce qu'on va jouer du répertoire de Mohamed Abdoueb. Il a un grand répertoire, il a fait tous les styles, la chanson populaire, les parties instrumentales, la chanson. Il a travaillé sur beaucoup de styles avec beaucoup d'artistes tels que Fayrouz, Abdel Halim, Kalthoum, Najat Saghira, Warda. La première fois, on a dit qu'est-ce qu'on va jouer pour Abdoueb, tel titre. Mais après, on s'est mis d'accord sur une structure. Donc ça va être 2 parties. La première partie, ça va être une introduction musicale. Après, un petit medley, cocktail, des chansons les plus connues de Mohamed Abdoueb, telles que Ya Dunya Ya Gharami, Ya Wardi Min Yishtirik. Si vous continuez à me donner des titres, je vais vous demander de me chanter des petits bouts. Est-ce que vous avez une belle voix? Oui, un peu. Oui. Ah bah il peut nous faire un petit live. Oui. Si Mohamed. Il y a des instruments aussi.
Je sais pas, qu'est-ce que j'ai chanté là. Chantez ce que vous voulez, donnez-nous un avant-goût du concert. Ce samedi, on rappelle au Bataclan, vous pouvez réserver vos places évidemment, pour passer une belle soirée et réécouter le répertoire de tous ces grands artistes, évidemment. Alors, je vais chanter. Là, je cherche les paroles, comme. Quand même. Voilà. Ouais. Je peux vous en donner. Je peux vous donner les paroles. Choisissez la chanson. Voilà. On a tous grandi avec les chansons de ces grands artistes, avec nos parents. Abdeslam aussi. Il a ramené les Abdeslam. J'ai une culture orientale, donc bien sûr j'ai baigné dans Ward al-Jazaria, dans Kulthum et bien d'autres artistes, notamment égyptiens. Donc oui, j'ai grandi avec ça. C'est surtout ma mère qui écoutait ces chansons, donc voilà, bercé avec ça. Et quand on entend ces morceaux, nous prend la nostalgie. On se souvient de ces époques où on était enfant. Amateur de la grande et belle musique arabe, c'est le moment de monter le son de la radio sur France Maghreb 2. Et c'est la première fois que je fais ça. Ah bah écoutez, ça, là, il y a beaucoup de premières dans cette émission. Il y a beaucoup de premières, allez-y. Donc je vais chanter Bafakkar Fili Nassini, un petit bout de Bafakkar Fili Nassini. Un petit bout, oui. Voilà. Bafakkar Fili Nassini, Bafakkar في اللي نسيني وبنسى اللي فاكرني وبهرب من اللي شاريني وادور على اللي بايعني علي بياني علي بياني علي بياني بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني وبهرب من اللي شاريني وادور على اللي بياني بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني وبهرب من اللي شاريني وادور على بياني علي بياني. Allah. Voilà. Merci beaucoup, bravo, merci. On attend de lui demander notre chanson. Non, il dit, ça y est. On a été, non mais, alors c'est vrai que personnellement je ne comprends pas les paroles, mais juste en écoutant la voix, on se laisse. Ou juste vous pouvez transporter. Jouer sans les paroles. Oui, bien sûr. Ça vous dérange pas? On a un grand chef d'orchestre avec nous. Nous on profite, on va pas vous lâcher. Un concert improvisé sur France Maghreb 2. Ah Christophe. Oui, bah oui. Voilà, donc. En tout cas, ça se voit qu'il a des fans ici. Musique, maestro. Voilà. Maestro.
Bravo. Merci beaucoup. Merci. Le chef d'orchestre avec nous aujourd'hui, c'est celui qui va être au Bataclan. Oui. Quel symbole d'être au Bataclan en plus. Pourquoi tu me piques mes questions? Ah oui, bah attends. Non mais quel symbole, le Bataclan. Le Bataclan, الحقيقة أنا أول ما قالوا لي معناتها que le concert va être في الباتاكلان فرحت برشا لأنه c'est une joie. C'est une très belle salle, voilà, c'est une fierté, voilà. Et après ce qui s'est passé, c'est-à-dire le drame qu'il y a eu au Bataclan, est-ce que c'est un message en vous en tant qu'arabe, vous voulez faire passer? Bien sûr. Et surtout quand on est ici pour l'art, pour la musique, pour vraiment c'est un message d'espoir, d'amour, bien sûr, de vie, bien sûr. La musique est sans frontières. Exactement. Hein. Oui, Abdeslam. Oui, moi j'avais une question très technique sur. Bon là, on vous a vu jouer au violon. Ouais. Bon, bien sûr, un violon c'est sans fret. Dans la musique occidentale, on est sur du ton et du demi-ton, ouais. Alors que sur la musique orientale, on est sur du quart de ton. Mais lorsque vous faites un orchestre, c'est que vous vous retrouvez avec des instruments à fret et qui vous limitent à des demi-tons. C'est pas compliqué. Non. Ça parle technique là. Pour les instruments orientaux, ils sont tous sans fret. Voilà, ils sont tous fretless. Voilà. La basse. Par contre, la basse, elle joue pas les notes mélodiques. Elle joue des accords. En clé de fa. Ouais. Non, elle joue les accords. Elle joue pas la mélodie. C'est-à-dire quand on est, je parle un peu de la. Oui. Quand on est au mode rast, au mode bayeti, où il y a les quarts de ton, la basse, elle ne joue pas ces notes en quart de ton. Elle joue les fondamentales, elle joue des arrangements, elle joue aussi la percu en slap et en tirage de cordes. Voilà, exactement. Ouais. Donc, il connaît, hein. Bah, j'étais bassiste. Hein. Ah bon? On découvre des choses dans la bassiste, boxeur. Les accords en suscarte surtout. Voilà, comme ça on évite les quarts de temps. D'accord. On va retrouver Abdeslam dans Secret Story. C'est ça. Avec Céline. J'ai plus du corps à mon arc. Oui. Céline, t'aimes bien cette musique? Non, mais dis-nous la vérité. Hein. Non, je trouvais ça, franchement, là, l'interprétation était très belle. Moi, la musique, ça me touche de toute façon. Après, c'est pas forcément le registre que j'écoute habituellement. Oui. Mais non, ça me touche et on a des vrais musiciens et on reste pas insensible au talent. C'est de la musique classique, hein, chez Mohamed. Ouais. On peut appeler ça, on appelle ça de la musique classique. Oui, bien sûr. Du classique oriental. Du classique oriental. Voilà. À Paris, au Bataclan, Anna. Ouais. Oui, absolument. On rappelle, c'est ce samedi 29 février. Et c'est un événement produit par Ilia Events. Ilia Events et avec la participation de Fondo. Mes musiciens et mes collègues et mes amis. Voilà. Combien sur scène Nous serons 22 musiciens sur scène. 22. Quelle est la différence, s'il vous plaît, pour ceux qui ne savent pas, quelle est la différence entre un orchestre, un concert joué par un orchestre de 22 personnes et un concert lorsqu'un chanteur avec une petite équipe ou un petit groupe En fait, c'est le répertoire qui définit le nombre de musiciens dans l'orchestre. Mais le rendu, c'est-à-dire... Parce que là, quand on dit Abdel Waheb, vraiment, c'est la musique, c'est l'école classique, comme on vient de dire, c'est la musique orientale, arabe, et surtout, là, je parle de nombre, par exemple, de violonistes, ça demande beaucoup, une grande masse sonore. Ça demande un grand nombre de violons. Parce qu'il joue la mélodie principale, il accompagne le chanteur aussi quand il chante, et aussi les instruments orientaux tels que le oud, le naï, le qanoun, ce sont des solistes qui font les improvisations, les solos. Lorsque le chanteur est accompagné de toute une équipe, enfin un orchestre. Ouais. Le rendu n'est pas pareil que lorsqu'il chante. Bien sûr, que ce soit en bien playback sûr, ou avec, bien sûr, surtout avec des petites formations, ça donne pas le même enveloppe sonore. Et toutes les salles ne sont pas adaptées avec la bonne acoustique pour recevoir un orchestre philharmonique. Oui, tu as raison. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a des salles spécifiques pour ça à Paris. Il faut des moyens techniques. C'est pas au Zénith qu'on va faire ça, par exemple. Hein. Ouais. Très
Très mauvaise acoustique d'ailleurs. Ou à Bercy. Ou à Bercy, alors c'est encore pire. C'est pas une salle de concert là-bas. Où est-ce qu'on va vous retrouver? Par exemple, est-ce que vous prévoyez d'accompagner un artiste comme Georges Joassouf bientôt? Vous avez un petit scoop, un petit truc? Là, je prépare un grand projet de musique soufie. Ouais. Ça va être à l'Opéra de Tunis. Ouais. Aussi, j'ai une programmation de quelques concerts de musique instrumentale. La dernière fois, c'était avec le violon. Là, on prépare un autre concept avec le violoncelle et le qanoun aussi. Ah oui. Mais quel genre de public vous avez ou vous attendez à avoir, par exemple, le samedi au Bataclan? Est-ce que c'est un public adulte? Adulte, oui, mais même le jeune, arabe, c'est surtout arabe, mais même les jeunes, ils sont de plus en plus intéressés au répertoire oriental classique. Bah oui, c'est un moyen de rendre hommage, par exemple, à leurs parents et puis de s'intéresser à la culture de leurs parents. Hein. Voilà. Surtout là, on parle pas de Abdelwaheb seulement. On parle de Abdelwaheb. Il a composé pour Najet, il a composé pour Kalthoum, il a composé pour Abdel Halim aussi. Pour les plus grands. Shagalouni, Ahwek, Watman Law Ansek, c'est Abdelwaheb. Warda aussi, Lola Al-Malam. Voilà. On donne rendez-vous à tous les auditeurs, Anna, ce samedi 29 février au Bataclan pour une belle et grande soirée donc autour de la musique classique arabe. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, bon courage. Jusque chez nous. À d'autres succès. Et puis beaucoup de succès à vous. Revenez quand vous voulez. Voilà, la musique arabe a un bel avenir évidemment et c'est pas prêt de s'éteindre. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu et rendez-vous ce samedi au Bataclan. Merci. Voilà, merci d'être avec nous dans un instant. On change encore une fois de registre. Nous passons du cinéma à la musique en passant par la politique et on file à Bonneuil les amis pour parler municipal puisqu'on reçoit le maire sortant qui se représente bien entendu pour cette élection municipale. À tout de suite. Quelle émission les amis aujourd'hui, quelle émission franchement. Beaucoup d'émotions. Après le cinéma, la musique arabe au Bataclan ce samedi à ne pas louper le 29 février. Direction Bonneuil les amis. Oui, vous ne connaissez peut-être pas cette ville. Et bien on va la découvrir avec monsieur le maire qui se représente à cette élection municipale. France Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020. L'entretien d'admission. Patrick Douet, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, bienvenue monsieur le maire en direct sur France Maghreb 2. Vous êtes donc candidat à votre propre succession. Vous êtes maire depuis combien de temps? Depuis 2004. 2004, d'accord. Donc ça fait quand même un petit 16 ans. Oui, tout à fait. 16 ans. Il y a eu de quoi faire quand même. Alors Bonneuil, présentez-nous un petit peu cette ville de Bonneuil. Combien d'habitants? Alors Bonneuil, c'est près de 18 000 habitants. Oui. C'est une ville qui est au cœur du département du Val-de-Marne. Oui, 94. 94, le 9-4. Et c'est le deuxième port fluvial d'Île-de-France, derrière Gennevilliers. C'est une particularité. Parce que le port de Bonneuil, c'est 180 hectares sur 550 hectares, près de la moitié de la ville. Sur la Marne. Sur la Marne. Ouais. Voilà. Une belle ville d'ailleurs, Bonneuil. Bah, écoutez, c'est une ville de banlieue qui était un village rural jusqu'aux les années 67. Et suite aux différentes migrations et développement de la région parisienne, développement de la France tout simplement, c'est une ville qui a grandi et qui a reçu beaucoup de gens successivement. Une ville, un village monde. Quelle étiquette politique pour monsieur le maire? Alors moi je suis adhérent du Parti communiste français. Ouais. Comme beaucoup de villes dans le 94 d'ailleurs. Ce qu'on appelle la banlieue rouge. Voilà. La ceinture rouge. Oui, on est une ville, je suis le 3e maire communiste depuis 1935. Le premier maire, Henri Herlès, avait été élu contre son propre patron et ça préfigurait 1936, le Front populaire et la montée des gauches. L'avantage avec les communistes, c'est quand il a le pouvoir, il le lâche pas. Non, les gens, c'est pas qu'on le lâche pas, c'est que les gens nous font confiance et continuent à nous le donner. Ouais. Alors, monsieur Patrick Douet, on va continuer, on va essayer de voir un petit peu ce que vous entrevoyez pour ce nouveau mandat qui se jouera. D'ailleurs, vous n'avez pas peur, je vois quelques informations qui commencent à nous faire apparaître que elle pourrait être remise en cause, cette élection municipale, à cause du coronavirus. C'est en train de prendre une ampleur terrible, cette histoire. Alors, j'ai entendu qu'effectivement, il y avait une réunion à l'Élysée ce matin, ou à Matignon, à Matignon, oui, avec les chefs de parti, oui. Avec les chefs de parti, avec ce point à l'ordre du jour. Bon,
faut rien négliger. Après, je m'interroge politiquement, mais c'est normal. Est-ce que j'ai rien contre le football, tout au contraire, mais on laisse les tifosi venir en France pour le match avec Turin, et puis on propose de repousser les élections peut-être municipales. Je suis pas médecin. Vous êtes pour fermer les frontières ? Moi, je suis pour l'abolition des frontières d'une façon générale, même si après, je pense. Mais là, dans le contexte actuel. Pour des raisons de santé. Hein. On est protégé par les Alpes. Pour des raisons de santé, oui, bien évidemment. Pas du tout pour des affaires culturelles, non. Oui, non, voilà, moi je suis pour. Non, mais vous ne trouvez pas qu'on en fait un peu trop par rapport à ça, le coronavirus ? Écoutez, moi je pense que c'est une affaire sérieuse. Oui. Un principe de précaution doit être pris, notamment pour les gens les plus affaiblis, les plus vulnérables, les plus faibles. Et je n'étant pas médecin, n'étant pas épidémiologiste, je suis un citoyen, même si je suis maire, je ne dispose pas de suffisamment d'informations sur le risque de pandémie. Est-ce que vous avez des informations justement par rapport de l'État, par rapport à vous comme maire ? Est-ce que vous avez des informations qui vous sont remontées par le ministère, par exemple ? Notamment pour les écoles primaires. On a reçu pour les écoles. On a reçu une lettre du ministère il y a 2 jours et une lettre de l'agence régionale de santé, nous indiquant que les enfants qui revenaient de certaines régions du monde de vacances scolaires, parce qu'il y avait la fin des vacances scolaires, on leur demande de rester confinés dans leur famille. Vous en avez chez vous ? Non, à ma connaissance, non. D'accord. Alors, on va s'attaquer un petit peu à votre programme, mais on s'aperçoit comme ça en lisant de but en blanc que vous vous attaquez aux diminutions de ressources imposées par le gouvernement de Macron. Vous avez eu à cœur d'offrir, c'est ce que vous nous dites, aux Bonneuillois, c'est comme ça qu'on dit. Tout à fait. Voilà, Bonneuillois et Bonneuilloises, des espaces, des espaces de public modernisés, de qualité, divers, qui accompagnent dans tous les aspects de la ville. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Qu'est-ce qui a été fait, réalisé concrètement en matière de service public ? Écoutez, d'abord, le service public local, il est concentré au niveau de la mairie, que ce soit le service social, le service culturel, le service sportif, principalement sur les services aussi d'appui au logement social. Bien évidemment, tout cela... il y a eu beaucoup de remises en cause ces 15 dernières années, notamment, ça a commencé d'ailleurs sous Sarkozy avec la réforme de la taxe professionnelle, qui a affaibli les finances des communes. Ensuite, sous Monsieur Hollande, avec le remboursement de la dette publique de l'État, par des prélèvements sur nos dotations, sur notre budget, ce qu'on appelle les dotations globales de fonctionnement. Et ensuite, ça a été 13 milliards, et à nouveau, monsieur le président de la République actuel, monsieur Macron, a mis en place des contrats avec des villes, et c'est encore à nouveau 11 milliards qui vont être ponctionnés pendant cette mandature. Ça fait beaucoup. Rien que pour Bonneuil, c'est près de 40 millions d'euros qui nous ont, ces 20 dernières années, qui sont partis. Et ça pose un problème de démocratie d'abord. Parce que ça veut dire que les maires se font élire sur des programmes avec des moyens dont ils disposent, de recettes issues de l'impôt local, et au fur et à mesure on leur retire. C'est-à-dire que ils sont élire sur des programmes qu'ils ne peuvent pas toujours mettre en œuvre. Et surtout, le problème, c'est l'autonomie communale. Là, vous êtes en train de préparer le futur électorat en disant « Je vous fais des promesses, je ne serai peut-être pas en mesure de pouvoir les réaliser ». Alors, je connais bien la phrase de M. Chirac qui disait que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'était Pasqua. Et Pasqua, oui, c'est la même raison. C'est peut-être, voilà. M. Chirac a dû reprendre ce que Pasqua avait dit. Mais peu importe. C'est pour ça que moi, je ne prends que des engagements et je ne prépare pas le terrain. Parce que, vous voyez, nous, on a un programme qui est là. Nous avons l'avantage d'être en gestion depuis de nombreuses années, et nous savons que tout est finançable, tout ce qui est prévu là est finançable. Qu'est-ce que vous appelez une ville inclusive, monsieur le maire ? Une ville inclusive, c'est une ville qui n'exclut personne. Ça peut aller de la jeunesse, des femmes, les retraités, mais aussi c'est une ville pour toutes et tous, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle. Une ville, c'est un bout de société et qui n'exclut pas certains pans de la société. Alors, en matière économique pour la ville, en matière d'emploi, comment se porte Bonneuil aujourd'hui ? Est-ce que vous avez réussi ou est-ce que vous entrevoyez d'essayer de faire
à ce qu'il y ait des entreprises qui s'installent chez vous et qui plus est embauchent des gens de la ville, quoi. Alors, Bonneuil, je vous l'ai dit tout à l'heure, a une particularité, c'est 550 hectares le territoire communal, 250 hectares sont couverts par des zones d'activité, dont 180 par le port de Bonneuil. C'est-à-dire que Bonneuil, c'est une ville de moins de 18 000 habitants, et nous avons chaque jour 9500 salariés qui rentrent dans cette ville, avec 1200 entreprises, donc beaucoup d'emplois, et on vit au rythme d'une ville de près de 35 000 habitants chaque jour. Alors, est-ce que ces emplois profitent aux Bonneuillois? Alors, on a un taux d'emploi par rapport à la population active qui est de 1,1, ce qui est très élevé pour une ville. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'il y a 1500 personnes qui sont inscrites au Pôle emploi dans notre ville. Moi, j'ai connu en 2001 500 personnes. Donc la crise de 2008, un certain nombre de mutations professionnelles, un certain nombre de spécialisations d'emploi correspondent pas forcément formation, notamment des jeunes et des gens dans nos quartiers. Et ces emplois un peu spécialisés du fluvial, du BTP, du transport, ne correspondent pas toujours aux attentes et aux formations initiales des jeunes qui rentrent dans l'emploi aujourd'hui à Bonneuil. Vous parlez emploi, vous parlez jeunesse. Bonneuil, c'est pour moi une petite ville du 94, parce que moi-même, je viens du Val-de-Marne. Je sais qu'il y a des conflits, et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, entre les jeunes de Bonneuil et les jeunes de Créteil. Il y a eu quelques petits échauffourées à un moment donné. Il y a un phénomène sociétal, d'ailleurs c'est moins avec Créteil que Boissy et Sucy-en-Brie. Alors il y a un phénomène, il y a eu un phénomène de Rix qui n'est pas que dans le Val-de-Marne, parce que j'ai vu aussi Charenton-Ivry qui est dans le Val-de-Marne, visiblement il y a des difficultés, mais j'en ai vu aussi dans Paris, à Intramuros, en Seine-Saint-Denis. Ce qui me préoccupe, c'est que ça inclut des mineurs de 15 à 17 ans qui commettent entre eux des actes de bagarre très très violentes. Les phénomènes de bandes qui se battent, des rivalités de quartier, nous c'est plus de ville à ville parce que ça a toujours existé. Enfin, mais comment on peut lutter ça a toujours existé, mais qu'est-ce qu'on fait contre ça? Comment on peut lutter, monsieur le maire? Parce que d'abord c'est pas le phénomène dominant dans la ville. Nous, ce que nous avons essayé de comprendre ce qui pouvait conduire à ces rixes. Nous avons d'abord rentré en dialogue avec les jeunes qui souhaitaient pouvoir en parler, s'exprimer là-dessus, en comprendre les raisons. C'est un peu difficile. Par contre, c'est parfois pour les adultes que nous sommes, et c'est bien dommage, on comprend pas toujours ce qui a conduit à ces rixes. Et d'autre part, de faire de la médiation. Il y a des mamans sur le terrain, il me semble. Oui. Alors il y a des mères de famille qui se sont mobilisées, inquiets pour leurs fils. C'est principalement des garçons. Et puis il y aura parfois quelques filles, mais c'est majoritairement des garçons. Et après, il y a aussi beaucoup de légendes urbaines autour de tout ça. Il faut faire attention parce que c'est quand même ce sont des phénomènes avec des moments tendus d'ultra-violence, puis qui concernent une minorité. Bonneuil, par exemple, c'est une ville où il y a 40% de gens qui ont moins de 30 ans. Ça concerne moins de 50 personnes, cette affaire. Il y a une police municipale chez vous? Mais ça existe, bien évidemment. Il y a une police municipale chez vous? Il y a une police municipale qui est en place depuis 2001. Combien d'agents? 6 agents municipaux qui ne sont pas armés, j'y tiens personnellement. Deuxièmement, il faut un vrai travail sur le terrain. Alors, moi, ce que j'attends de la police municipale, des ASVP ou des policiers municipaux? Il y a 6 policiers municipaux, 12 ASVP et 8 médiateurs de rue. 8 médiateurs de rue. D'accord. Donc il y a du monde. Oui, suffisamment en tout cas. Et est-ce qu'il y a des espaces de convivialité pour ces jeunes? Bien évidemment, il y a une MJC. Il y a une maison, il y a un service jeunesse qui est très développé avec l'espace Nelson Mandela, qui est un espace qui a été suite à des rencontres de la jeunesse de RJ09 en 2009, où on a travaillé un bâtiment avec les architectes jusqu'au budget. Ça a été un bâtiment participatif. C'est un bel équipement qui a été livré en 2011 et il y a plus de 700 jeunes qui sont inscrits dans ces locaux, et c'est surtout le projet qu'à l'intérieur il y a des bourses au projet, formation, coup de pouce aux vacances, la bourse au permis de conduire qu'on a mis en place. C'est quoi exactement?
La bourse permis de conduire, c'est venu de l'idée suivante, c'est qu'on s'apercevait en 2006 que de plus en plus de gens conduisaient sans permis parce qu'ils avaient des problèmes de mobilité. Je parle pas du retrait des points, et notamment les jeunes, des jeunes conduisaient, se mettaient en danger de conduire sans permis. Et mettaient les autres en danger aussi. Et mettaient les autres en danger, bien évidemment. Et on a décidé, parce que le permis coûte très cher, passer le permis, donc on a mis une bourse d'aide au paiement du permis, à savoir que on prend en fonction des revenus du jeune et pas forcément de la famille, parce qu'il y a des jeunes qui vivent dans des familles qui peuvent avoir un quotient important, et qui n'ont pas de ressources. Mais n'ont pas de ressources individuellement. Les jeunes, c'est souvent pauvre dans le quartier, et à titre personnel, même très pauvre. Et donc, des jeunes s'inscrivent dans les auto-écoles du quartier. Il y en a 4 exactement. Passent le code. Nous payons les heures de conduite, et en échange, ils rentrent dans une association locale. Ils ont une contrepartie d'heures à effectuer. C'est une très bonne idée, monsieur le maire. Bravo. Voilà, qui a été reprise par Narbonne et plein de villes. Tant mieux. Et le pourcentage de logements sociaux? Alors, le pourcentage de logements sociaux, il était de 76% au début de la mandature. Aujourd'hui, il est de 65%. Nous n'avons pas diminué le nombre de logements sociaux, mais nous avons augmenté l'accession sociale à la propriété. Et vous allez continuer sur l'accession? Bien, de toute façon, nous sommes une ville, contrairement à 14 villes du Val-de-Marne dirigées par la droite et des gens qui sont soutenus par la République en marche, nous ne sommes pas carencés, nous sommes survitaminés en logements sociaux, et la préfecture nous autorise plus à construire du logement social. Ouais. Par contre, on il y en a assez peut-être, non? Comment? Il y en a assez peut-être. Vous savez, il y a 90 000 demandeurs de logement dans le département, 5 000 personnes qui demandent à Bonneuil, dont 1 800 en première intention. Bien évidemment, nous ne pouvons pas continuer à accueillir toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard. Oui. Alors, Bonneuil, c'est d'abord une ville d'accueil, monsieur, et moi je suis pour combattre la misère. Et donc, Bonneuil a toujours accueilli tous les gens les plus en difficulté. Monsieur le maire, si vous permettez, vous le savez bien, vous êtes aux affaires, vous gérez la ville. Tout à fait. Et, certainement avec la main qui tremble et avec les difficultés. Vous parliez tout à l'heure des baisses des dotations de l'État. Oui. Je pense que vous touchez la dotation de péréquation déjà. Oui, qui permet de compenser la perte. Ensuite, sur... Pas tout à fait, non. Comment ça, pas tout à fait? Vous touchez pas la dotation? On touche la dotation sociale, la DSU, tout simplement parce que nous sommes la ville record des APL, mais nous avons été la 4e ville de France à perdre le plus d'argent par rapport à la péréquation, vous la touchez. À côté de ça, la disparition des impôts locaux qui est prévu pour cette année, donc le 3e tiers. L'État assure au centime près ce que les collectivités percevaient sur cette action. Pour l'instant, j'ai toujours pas compris comment ils allaient la compenser. Moi, j'ai tendance. Pour l'instant, ces 2 dernières années, vous l'avez touché de la même manière. J'ai tendance à dire que. Donc le gouvernement a tenu sa parole. Oui, peut-être, mais j'ai tendance à dire que ce que l'on rend d'une main, on la reprend de l'autre, parce que la compensation, l'argent vient d'où? Oui, j'entends bien, mais cet argent, on nous prend bien en impôts locaux. Elle vient d'où l'argent? Voilà. Elle vient de vos poches. D'abord sur la modernisation des services publics, je pense que l'État se doit justement d'être exemplaire et faire des économies. Mais moi j'avais une question concernant justement la ville. Je suis pas tout à fait d'accord avec votre propos. Vous avez le droit. Et on est en démocratie. Mais vous disiez tout à l'heure que en 20 ans vous aviez perdu 40 millions. Alors Macron n'est pas présent depuis 40 ans. Bien sûr. Au passage, il y a eu François Mitterrand pendant 14 ans. Bien sûr. Et que ça n'a pas empêché justement de voir les collectivités, et toutes les collectivités pour le coup, toutes les collectivités ce sont les premières à souffrir en fait. On souffert justement de ce désengagement de l'État. Et tout à l'heure, quand je vous posais la question sur la police municipale, là aussi vous savez, la fonction régalienne de l'État qui était d'assurer la sécurité des concitoyens, l'État s'est désengagé petit à petit, a mis moins de policiers. Et là je pense à Nicolas Sarkozy qui avait retiré les îlotiers en considérant que la police n'avait pas vocation à jouer au foot avec les jeunes. Donc on s'est retrouvé avec des villes, complètement, avec des villes où il y avait de moins en moins de sécurité. Donc les villes, comme Bonneuil, ont été forcées et contraints de mettre la main au portefeuille pour équiper une police municipale. Certains se sont dotés de vidéoprotection. Je crois que c'est pas votre cas. Si, on a 15 caméras de vidéoprotection depuis 2 ans. Vous comptez le développer? Comment? Vous comptez le développer? Déjà, il y en a 15. On les a mis sur des points
sensible. Ouais. Ça a permis. Non mais c'est important la caméra sur ça a permis de protéger des gens qui étaient victimes d'un certain nombre d'exactions. Ouais. Ça a permis de limiter ces exactions, de résoudre des affaires, voire même. Vous avez un accident de la route la nuit au Carrefour qui est en tort. Il y a quelques années, quand on parlait de la vidéoprotection, on parlait de vidéosurveillance. Ouais. Et on pensait que c'était un concept de droite. Aujourd'hui, toutes les villes s'en sont dotées. Non, mais c'est important. C'est important. Non, Monsieur le maire, question simple. En matière du Grand Paris, est-ce que vous êtes concerné à Bonneuil? Et de quelle manière? Tout à fait. Nous sommes depuis 4 ans, nous sommes ville de la loi, une des 131 villes de Paris Métropole. Ouais. Je siège d'ailleurs au Conseil métropolitain à ce titre, comme les 131 maires. Ouais. Et nous sommes dans le territoire Grand Paris Sud-Est Avenir, un des 12 territoires de la métropole, de la métropolisation. Patrick Douay, en matière de transport, vous êtes bien doté à Bonneuil ou vous attendez d'autres? Oui, j'ai connu la ville, moi, bien dotée, où il fallait à minuit descendre à la maison alpha vétérinaire et rentrer à pied. Ce qui fait loin quand même. Ce qui fait quand même assez loin. À Bonneuil. Aujourd'hui, grâce aux actions d'ailleurs du département du Val-de-Marne, qui a été quand même pionnier sur ces questions, nous avons un mode lourd de transport par bus en site propre qui relie 3 RER et la métro, la ligne 8 de Créteil. Et nous sommes à une demi-heure de la gare de Lyon. Et même la nuit, nous sommes connectés avec le Noctilien qui vient de... Et il y a un nouveau métro qui passera par chez vous ou pas? Non, on est au mieux à 10 minutes du métro aujourd'hui. D'accord, ok. Quelle est la première action, monsieur le maire, si vous êtes réélu le 22 mars prochain, le premier grand chantier auquel vous allez soit vous atteler ou soit une continuité? Alors, la continuité, c'est toujours le projet de ville que nous avons mis en place depuis 2006 et qui a été validé par voie référendaire par la population à son époque. Ouais. C'est la poursuite de la rénovation liée au projet de rénovation urbaine nous sommes un des 200 quartiers prioritaires en rue 1 ou en rue 2 en rue 2 parce qu'on a déjà fait un en rue 1 et donc c'est le quartier Fabien qui est le quartier HLM historique de notre ville qui date de 1956. Vous savez que l'ANRU, la première idée c'était Guesso. Oui. Mais où est passé l'argent de l'ANRU? Voilà. Mais non, mais c'était comme sous le gouvernement Hollande. Alors, le programme de rénovation. Le gouvernement, pas Hollande, Jospin. Oui. Le premier acte de l'ANRU, c'était Guesso. Et suite à la fin de la cohabitation, la perte des élections présidentielles, Guesso l'a repris. Mais c'est la bataille des gens dans les quartiers, la rénovation urbaine. C'est que des ministres aient mis en œuvre et donné des moyens et se faire entendre et eu des plans intéressants, c'est une chose. Mais c'est la volonté des gens, l'ANRU. Et moi, je peux vous dire que l'ANRU, il n'y aurait pas dû y avoir d'ANRU 2 à Bonneuil, mais un seul ANRU 1. On m'a demandé à l'époque de faire le choix entre le quartier République et le quartier Fabien. Après consultation et décision du conseil municipal et de la population, nous avons pris déjà ce qu'on nous donnait, et il a fallu, j'ai vu tous les ministres du logement sous Hollande et secrétaires d'État pour qu'on reste au quartier prioritaire pour avoir un ANRU 2 et aller chercher 125 millions d'euros de rénovation. Quartier prioritaire de la ville. Quartier prioritaire de la ville. Beaucoup de personnes issues des quartiers populaires critiquent justement cette ANRU et cette politique de la ville depuis le Premier ministre de la ville, Bernard Tapie, dans les années 90, en disant justement que tous ces euros ou ces francs à l'époque distribués dans le cadre de l'ANRU et de la politique de la ville n'ont pas forcément bénéficié aux gens des quartiers. C'est pour acheter la paix sociale à l'époque. Oui. Voilà. Alors, moi, je ne sais pas quelle est votre vision de tout cela, mais je vous invite à venir. On n'a pas de vision, on est là pour poser les questions, monsieur le maire. Non, parce que madame habite le Val-de-Marne. Il y a eu 16 quartiers. J'habite à Choisy. Donc il y a eu 16 quartiers en rue dans le Val-de-Marne. Je connais bien un phénomène isolé. Non, bien sûr. C'est pas un phénomène isolé. C'est une question plus générale. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons démoli 643 logements HLM dans le rue 1, qui étaient complètement énergivores. C'est une destruction pour une reconstruction. Et nous avons reconstruit au 1 pour 1 ces logements, et plus de 98% des gens qui habitaient là ont été relogés dans des logements mieux isolés. À la géothermie, en maintenant les loyers au même prix pour ceux qui au mètre carré pour ceux qui étaient touchés, avec même c'est-à-dire qu'ils payent pas le vrai prix du loyer actuel par rapport à un demandeur lambda. Et je peux vous dire qu'il y a un contentement fort. Après, tout dépend ce qu'on veut faire de l'ANRU. Si on veut faire de l'ANRU comme au Havre,
pour démolir des logements HLM et diminuer le nombre de logements comme le faisait Édouard Philippe quand il était maire. Ou si c'est pour reconstruire au 1 pour 1 des logements, mais si c'était la loi en région parisienne, nous on n'a pas mis à profit cela pour chasser les populations, on a mis cela à profit pour faire des nouveaux immeubles avec des ascenseurs de nouvelle génération et aussi avec une chose, c'est que ces populations elles ont droit du logement social conforme, confortable, moderne, avec des ascenseurs, et aussi ils ont droit au beau. Parce que souvent on a fait des barres des gens qui payent de l'impôt pour équilibrer l'assiette fiscale, ça non, pas du tout. Il y a nous, on est pour maintenir notre population, ne pas l'éloigner dans l'étalement urbain, éviter la gentrification. On n'est pas pour la gentrification de nos villes communistes en fait. Non. Monsieur Patrick Douay, en un mot, pourquoi il faut voter pour vous le 15 mars prochain? Tout simplement, nous avons un projet écologique, économique et social. Nous avons une expérience de gestion qui a été validée à de nombreuses reprises par toutes les élections intermédiaires entre les deux municipales. Nous avons une équipe renouvelée, il y a 17 sortants, 18 Vous êtes au taquet pour un nouveau mandat de 6 ans. On est sur l'union des gauches là quand même. Hein. Oui, tout à fait. C'est une liste très ancrée à gauche, soutenue par le maire tête de liste est communiste, bien évidemment. Europe Écologie qui soutient le PCF, c'est pas le cas dans toutes les villes. Oui, c'est vrai, c'est clair. Ça a le mérite d'être signalé. Merci, monsieur le maire. Vous avez affaire à un maire qui se bat beaucoup contre pour qu'on empêche le glyphosate d'être répandu dans nos villes et les produits phytopharmaceutiques. Je suis à la pointe de ce combat en Ile-de-France. Merci, monsieur Patrick Douay, maire de Bonneuil. Comment va ma Céline Bory? Moi, je vais très très bien. Comment va moi, Abdeslam? Toujours bien. Bon, ça va, on a passé une belle émission. Hein. Ouais, très varié. On a enfin parlé politique. Ah ouais. Il en pouvait plus, ça lui manquait. Abdeslam, je te sentais bouillir. Ah ouais. On sentait ton côté modem centriste qui ressort là. Non, mais j'aime bien porter la contradiction et. Non, j'aime bien. Mais bon, taper sur les gens comme ça, c'est pas grave. On se finit avec un petit quiz. Oui. Allez. Volontiers. Je sais pas qui tient la caisse parce que Philippe a lâché l'affaire. Je vous le dis tout de suite. Pardon. Le quiz. Ça fait longtemps d'ailleurs que Céline n'a pas fait de quiz. Je crois. Si, j'en ai fait un avec Rudy, mais je crois que c'est la première fois que j'en fais un avec Abdeslam en fait. Ah oui, tu l'avais perdu, je crois. Contre toi, Abdeslam? Non, je crois qu'on a jamais. Contre Rudy, Céline. Ah oui, contre Rudy, j'avais perdu, il était trop vif. Il t'avait mis une. Non, pas une raclée, 4-2, ça va. C'est pas bien Philippe, là, je l'ai entendu avec Audrey. Hein. Il l'a tué, 5-0. Ah ouais, 5-0. Ah ouais. Sans pitié. Sans pitié, Philippe, pour la dernière. Alors, mes petites questions en rapport évidemment avec l'actualité. Le président de la République, qui vous le savez, est monté au créneau par rapport au coronavirus ce matin. Où est-il allé? Salpêtrière, à Paris, dans le 13e, effectivement. Il a eu un discours d'ailleurs assez alarmant, parce que il dit que voilà, on est au devant d'une épidémie qui va entrer en France, et il y a un autre docteur, un spécialiste des maladies infectieuses, qui a déclaré qu'on se dirige vers une situation à l'italienne. Ça devient inquiétant, et quand même la psychose là autour de cette affaire. Et de la récupération politique aussi autour du RN par exemple, et de certains de la droite qui demandent la fermeture des frontières avec l'Italie. J'ai même vu d'ailleurs sur les réseaux que de toute façon on n'a rien à craindre puisqu'on est protégé par les Alpes. Ça plaira à la communauté italienne. Moi ce qui me choque, c'est pas tant que le RN ils font leur job, mais c'est qu'ils soient autant présents en tant qu'invités pour parler du coronavirus dans les médias. J'ai halluciné. C'est vrai, t'as raison. Alors justement, tiens, toujours en rapport avec le coronavirus, il y a eu un commissariat qui a été de nouveau confiné. Le 13e. Non. Un nouveau commissariat qui a été confiné hier. À Paris? Oui, ça a duré le 12e. Très peu de temps. Non. Le 15? Non. Le 11e? Non. Le 2? Non. Le 3? Non. 8? Le 20? Non. Le 19? 10? Non. 18? 4, 3, 17? Non. 16? Le 16! 16e arrondissement. Le 16e arrondissement. Non, je n'y crois pas. Je vous assure que si, c'est en fait un touriste qui est rentré dans le commissariat en disant qu'il était malade, qu'il se sentait mal, et ils ont mis en quarantaine, ne serait-ce que quelques heures, le commissariat du 16e. C'est Goasgen qui effectivement, 2-0 pour Céline Bory. Tiens, dans quel pays du Maghreb avons-nous recensé le premier? Algérie. C'est Abdeslam. Ouais. Algérie. Alors là, encore une fois, c'est un Italien qui est venu en Algérie. Et pourtant, il y a beaucoup de Chinois en Algérie. Et finalement, c'est un Italien. C'est un Italien, effectivement, qui était là depuis une semaine, qui a apporté le coronavirus. Bon, les Algériens sur les réseaux se moquent beaucoup. En ce moment, c'est un truc de fou. Ils prennent ça avec une telle légèreté. Mais rien ne fait peur aux Algériens. 2-1 pour Céline Bory.
Quatrième question. Quel acteur atteint d'un cancer a annoncé le report de la pièce de théâtre dans laquelle il va jouer à partir du 20 mai prochain? Acteur français? Oui. Un cancer? Oui, il a un cancer et il est acteur au théâtre. Bernard Tapie, exactement. Il n'est pas que acteur. Il est acteur. Je suis désolé, là, son rôle c'est acteur pour l'instant. D'accord. Autant pour moi, deux partout, attention. Attention. Pas de match. Selon un sondage, on parle beaucoup de sondage en ce moment, ils sont scrutés de très près. La cote de Macron a chuté de combien de points? 3 points. Effectivement, elle l'a eu, la Céline. 3 points, moins 1 pour Édouard Philippe. Et vous savez qu'apparemment, on commence à s'inquiéter à l'Elysée, paraît-il, autour de la présidentielle de 2022. Puisqu'on s'aperçoit que finalement Marine Le Pen, qui n'a pas augmenté, j'allais dire son aidez-moi à trouver le mot là. Son truc de réserve, ses réserves de voix. Ouais. Par contre, Macron a tendance un petit peu à perdre et ça inquiète l'Elysée. Et les Français, dans un sondage, sont totalement opposés à un scénario de 2017, à savoir Macron et Le Pen au second tour. Donc, ça promet tout ça, mes amis. Victoire de Céline. Je m'incline. Victoire de Céline, belle victoire, 3-2. Merci. Face à sur le fil. Sur le fil, oui, mais victoire quand même. Victoire, voilà. Et je déchire ma feuille. Voilà. Franchement, j'ai passé un bon moment, les amis. Moi aussi. C'était super. Belle parole. Émission. On rappelle, Belle Parole, c'est le 8 mars. Le 9 mars à l'espace Paul-et-Loire à Stein. Il y aura une autre projo, je crois qu'il nous a dit le 11 à Meaux, la ville donc de Massy. De Massy qui était là tout à l'heure. Une autre à Paris, mais n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux. Et pour avoir vu ces 30 minutes, c'est vraiment que du bonheur. C'est très touchant. Ouais, c'est très touchant. Allez-y, en tout cas, vraiment. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup de la différence. On apprend beaucoup, les amis, voilà. Ouais. Faut surtout pas se moquer, parce que celui qui se moque, franchement, c'est pas ce qui peut lui arriver demain. Mon cher Abdeslam. C'est la dernière. C'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. Ça y est, la dernière ligne droite. Comment se passe la campagne? Toujours du sale? Ouais, toujours. Ça sent les égouts pour l'instant. Ouais. Ça s'est calmé un peu quand même, ou... Non, ça s'est pas calmé. Et je vous raconterai après la campagne un petit peu. Alors, Abdeslam n'est pas tête de liste. Ouais, je suis chef de file. Chef de file, mais pour autant, il subit aussi la règle comme les autres chroniqueurs. C'est flatteur parce que, mais sur les attaques, c'est flatteur. C'est-à-dire que je suis important et que je gêne. Voilà, message à mes adversaires. Bon, très bien. Eh bien, merci Monsieur Abdeslam Bitache, et après les élections, on se revoit évidemment. Avec plaisir. Grand forum, Céline. Alors moi, je suis pas candidate, donc je reviendrai. Voilà, sois la bienvenue. Demain, on sera à Colombes, les amis, pour un candidat municipal. Et puis, toute la semaine prochaine. Tiens, mardi, on sera à Marseille. Tiens, ça peut intéresser les Marseillaises et Marseillais. Candidate de Paris, ça c'est pour la semaine prochaine sous la Cédric Villani, qui lui ne baisse pas les bras. Non, il baisse pas les bras, il est toujours là. Assia Meda, c'est une représentante tête d'affiche dans un arrondissement qui représente les couleurs de Cédric Villani, qui sera avec nous mercredi prochain. Il y aura des doublons parce que là, franchement, je vous cache pas que je suis pris d'assaut. Voilà, tout le monde me supplie, mais je ne pourrais pas faire plaisir à tout le monde, malheureusement. Donc voilà, merci. Et puis toute la dernière semaine sera consacrée et réservée à nos chroniqueurs. Il y aura Nasser Lajili, il y aura Emmanuel Michael, il y aura Sabrina Sebaï, Philippe Poyaki, bien entendu, et Dionor Excellent la campagne de Dionor, il paraît. Bon, les amis, bonne soirée. Merci ma Céline, merci mon Abdeslam. Bonne soirée. Et rendez-vous demain, on sera avec Tarek Mami et Faiza Ben Mohamed demain entre 16h et 18h. 18h01 sur France Maghreb 2. Le point d'actualité en ce début de soirée. Et le meilleur de la musique à suivre. À demain, ciao. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal avec au sommaire ce soir l'appel au calme lancé par Édouard Philippe. Le Premier ministre a évoqué aujourd'hui la situation du coronavirus en France. L'arrivée d'une épidémie est probable, mais tous les services sont prêts. Vous l'entendrez. Après l'heure, c'est plus l'heure. Les candidats au municipal avaient jusqu'à 18h ce soir pour déposer leur liste. Dans certaines villes, le premier tour pourrait être tout simplement annulé, faute de prétendants. Et puis, fin du suspense, Roman Polanski ne viendra pas demain à la cérémonie des Césars. En pleine polémique, le réalisateur s'est expliqué aujourd'hui. 200 millions de masques supplémentaires commandés, une centaine d'hôpitaux prêts à recevoir les malades. Les annonces aujourd'hui d'Édouard Philippe. Le Premier ministre a pris la parole depuis Matignon pour évoquer la crise du coronavirus alors qu'un 18e cas a été confirmé en France.
Édouard Philippe qui a tenté de rassurer la population en lançant un appel au calme. Écoutez. J'ai rappelé ce matin que sur ce sujet, le calme, la mesure, le bon sens sont des vertus que nous avons intérêt à cultiver de façon collective. Beaucoup de rumeurs circulent, beaucoup d'idées qui paraissent simples, mais qui sont en réalité simplistes et inefficaces, sont émises. Il nous appartient, ensemble, gouvernement, élus nationaux et locaux, médias, experts de santé publique, d'accompagner nos concitoyens pour assurer leur information et leur protection, pour répondre à toutes les questions qu'ils se posent sans jamais jouer sur les peurs. Édouard Philippe qui a également indiqué que le coronavirus n'était pas en circulation générale dans la population, mais que l'arrivée d'une épidémie était probable. Même discours ce matin dans la bouche d'Emmanuel Macron. Il était en déplacement à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. L'épidémie arrive, selon les mots du chef de l'État, qui a précisé que tous les services étaient mobilisés. 5 mois après l'incendie de son usine près de Rouen, la société Lubrizol a été mise en examen pour déversement de substances nuisibles et exploitation non conforme d'une installation classée. Annonce ce soir du procureur de la République de Paris. Lubrizol France a également été placée sous contrôle judiciaire. Elle doit réunir 4 millions d'euros pour garantir le droit des victimes. Le procès des époux Fillon devant le tribunal correctionnel de Paris. Pénélope Fillon a été entendue aujourd'hui à la barre sur les soupçons d'emploi fictif qui pèsent sur elle. Un poste d'assistante parlementaire auprès de son mari lorsqu'il était député de la Sarthe. François Fillon et son épouse risquent jusqu'à 10 ans de prison. Nouvelle mise en examen pour Nordal Lelandais, déjà inculpé notamment pour le meurtre de la petite Maëlys et celui du caporal Arthur Noyer. Il est cette fois poursuivi pour une agression sexuelle sur une de ses petites cousines, des faits qui remonteraient à mars 2017. Le procès de Redouane Faïd, il s'est ouvert aujourd'hui à Saint-Omer, mais le prévenu a refusé de sortir de sa cellule. Il proteste contre ses conditions de détention. Suspendu quelques minutes, l'audience a fini par reprendre et les avocats de l'accusé ont plaidé le renvoi du procès. Redouane Faïd est soupçonné d'être le commanditaire de l'attaque d'un fourgon blindé en mars 2011. La politique, c'est désormais trop tard. Les candidats aux municipales ne peuvent plus déposer leur liste. Ils avaient jusqu'à 18h pour le faire. Le premier tour de l'élection, on le rappelle, c'est le 15 mars. Un premier tour qui pourrait ne pas avoir lieu dans certaines communes, faute de candidats, Léo Ardourel. Oui, de l'Ardèche au Gers en passant par la Corrèze, le phénomène n'épargne quasiment aucun territoire rural de l'Hexagone. Mais alors, que se passe-t-il dans ces cas-là ? Eh bien déjà, le premier tour est annulé, mais des listes peuvent encore se constituer d'ici le second tour. Le cas échéant, la commune est alors mise sous tutelle. C'est la préfecture qui prend la main et qui désigne une délégation spéciale pour 3 mois maximum. Ses pouvoirs sont strictement administratifs, mais elle a surtout pour rôle d'organiser de nouvelles élections. Et si là encore aucun candidat n'apparaît, la commune peut alors être dissoute et fusionnée avec un village voisin. Une perspective qui reste quand même assez rare. Léo Ardourel. Et puis cinéma, pour terminer, J- avant la 45e cérémonie des Césars. Le contexte est tendu avec la démission de l'Académie, puis des appels à manifester par des organisations féministes. Elles protestent contre les 12 nominations du film J'accuse de Roman Polanski. Le réalisateur franco-polonais, soupçonné de viol et d'agression sexuelle, a fini par répondre à la question que tout le monde se posait. Viendra-t-il ou non demain à la cérémonie, Johanna Cincinnatis ? Eh bien, c'est non. Le réalisateur veut protéger sa famille. Il parle de lynchage public et de tribunal d'opinion. Pourtant, au tribunal, les accusations se sont multipliées contre lui. Roman Polanski a été mis en cause dans plusieurs affaires de viol et d'agression sexuelle. La première remonte à 1977. Accusé d'avoir drogué et violé une enfant de 13 ans, il purge une partie de sa peine avant d'échapper à la justice américaine. Depuis, la France refuse de l'extrader. Ces dernières années, 6 nouvelles accusations pour viol, notamment, ont visé Roman Polanski. C'est pourquoi le collectif féministe Nous Toutes a appelé à manifester demain devant la salle Pleyel où se déroulera la cérémonie des Césars. Johanna Cincinnatis. Voilà pour l'actualité. Très belle fin de journée à tous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb